Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue à cette session. Je m'appelle Meryl Stevenson, je travaille pour The Economist de Londres. Je suis très heureuse qu'on m'ait demandé d'animer cette session parce qu'il me semble qu'il va directement au cœur du problème que nous sommes ici à Aix-en-Provence à discuter. Et c'est-à-dire qu'on peut toujours citer des explications techniques, cycliques, stratégiques, que voulez-vous, pour la baisse d'investissement. Mais n'y a-t-il pas une raison plus profonde et plus large à la fois, qui est une défiance aiguë, même croissante peut-être, des individus, des entreprises vis-à-vis les institutions, disons, contre l'État, les gouvernements, les politiques, mais d'autres institutions aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur l'avenir économique d'Europe, peut-être même un peu peur pour l'avenir tout court de l'Occident, si ce n'est pas trop spenglérien? Alors, on peut penser tout cela. Mais en même temps, il y a aussi des changements nettement plus positifs. Il y a des signes de nouvelles formes d'organisation qui naissent. Je parle de l'économie plus participative, crowdfunding, crowdsourcing. Mais la question ici, c'est est-ce qu'on peut espérer que ces nouvelles formes prennent l'échelle nécessaire? Et ça, je ne sais pas. Il y a une autre question que je crois qu'on va aborder dans cette session. Est-ce que la France est uniquement mauvaise? Parce qu'il y a un dialogue de misère ici. Et moi, comme étrangère, je suis très frappée par cela. Je lis les sondages, comme vous tous, de Pew, d'INSEE, de Eurobaromètre. Mais je crois qu'aussi la France a des atouts qu'elle perd de vue de temps en temps. Et entre autres, une tradition plutôt solidaire, un taux d'épargne élevé, un taux d'inégalité assez peu élevé. Alors, on peut parler de tout cela peut-être. Mais pour vous présenter nos intervenants, un desquels vient d'arriver, nous avons Jan Algan qui va faire un peu la mise en scène pour commencer. Puis, professeur André Schleifer de Harvard va nous parler. Vous le connaissez peut-être. Et je ne vais pas donner les honorifiques à tout le monde parce que, comme vous voyez, nous avons beaucoup d'intervenants. Après, c'est Christophe Blanchard-Dignac, la Française des Jeux, qui va nous parler, suivi de M. Bernard Guénier, qui est du cabinet PricewaterhouseCoopers et qui vit de très près, je crois, les préoccupations des entrepreneurs. Après, nous aurons... Ah oui, eh bien, Xavier Bertrand, merci beaucoup. C'est le député maire de Saint-Quentin qui... je peux vous appeler ainsi, j'espère. Aussi, nous avons M. Guillaume Pépi, qui a vécu des semaines très mouvementées. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères que vous connaissez tous. Et enfin, j'espère pouvoir avoir peut-être un quart d'heure pour échanger avec la salle. Après, Yann marquera la conclusion à notre session. Alors, Yann, est-ce que tu veux commencer? Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette session sur l'investissement, la confiance en actes. Alors, ce titre peut sembler étonnant pour parler de l'investissement et pourtant, on l'a repris, on le doit à Orsena. Effectivement, lorsqu'on réfléchit véritablement à l'investissement, on peut mobiliser de nombreuses raisons techniques, matérielles pour pouvoir expliquer son développement ou son déficit. Mais en faisant cela, d'une certaine façon, on n'explique rien. Il y a derrière l'investissement un facteur immatériel, certainement beaucoup plus profond, qu'on appelle la confiance. Et l'un des premiers économistes à l'avoir souligné était Kenneth Arrow. Pressé de questions lorsqu'il reçut son prix Nobel sur les causes de la croissance ou des inégalités entre pays, Kenneth Arrow ne mentionnait pas les différences d'innovation, ni d'accumulation de capital humain, d'éducation, ni d'huile de coude, d'effort ou de machines. Non, la seule chose qu'il mentionnait, c'était la différence de confiance entre les pays. Et ce qu'il voulait simplement traduire par là, c'est que dans des sociétés aussi complexes que les nôtres, avec des produits aussi compliqués, complexes, ce qui explique les échanges entre les êtres humains,
c'est la confiance, la capacité à investir dans l'autre tout en ayant une prise de risque. Alors bien sûr, on retrouve ce point d'ancrage au sein de l'ensemble des relations de consommation entre un consommateur et une entreprise. D'ailleurs, certaines entreprises en ont fait leur fonds de commerce avec le contrat de confiance, pour ne pas en citer une. Mais vous voyez que vous le retrouvez aussi dans les relations au sein des entreprises, entre un manager et un employé. Il est impossible de contractualiser dans les moindres détails l'ensemble des échanges au sein des relations d'entreprise. Vous le retrouvez aussi dans le monde de la finance. Notre crise montre à quel point la confiance était au cœur potentiellement du grippage de notre société. Et je dirais, pour introduire cette table ronde, que la confiance n'a jamais certainement été aussi nécessaire pour comprendre l'investissement et la productivité que de nos jours. Certainement que dans les sociétés industrielles ou pré-industrielles, le déficit de confiance se payait de peu de mots économiques. On était dans des sociétés très hiérarchiques, organisées sous forme verticale avec des produits très standardisés. Donc vous pouviez avoir un ingénieur, un contremaître et puis des employés. Mais dans les sociétés d'innovation, c'est tout le contraire. Vous avez besoin de relations horizontales où tout le monde s'investit, tout le monde se sent responsabilisé, chacun peut avoir une idée, aussi bien dans des dorms de Harvard pour trouver Facebook qu'au sein d'une même entreprise, de SNCF, Price ou la Française des Jeux. Donc, seules les entreprises qui sont capables d'avoir des relations de travail horizontales sont capables d'innover, sont capables de proposer, sont capables de créer, sont capables d'investir. Et les nouvelles formes d'économie collaborative, les nouveaux logiciels, les nouvelles sources de financement coopératif montrent que la coopération est au cœur de notre nouveau modèle économique. Et cette table ronde sera le lieu justement pour décliner chacun de ces temps forts au sein de la société civile, des institutions publiques, au sein du monde de l'entreprise. Et je commencerai par passer la parole à Andrei Schlaffer, professeur à Harvard, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet pour donner le cadrage général de ce thème. Merci. Je vais parler anglais, excusez-moi. Thank you, Jan, for inviting me to this session. Jan asked me to maybe say a few words about how economists think about social capital and trust and its role in the economy. The idea of social capital was not invented by economists. It was invented by sociologists and political scientists maybe 50 years ago. And the place that animated those discussions was Italy. This is the birthplace of discussion of social capital because many people noticed the dramatic differences in economic performance between the north of Italy and the south of Italy. And people noticed that in the north of Italy, there is a great deal more cooperation between people, in particular cooperation between strangers as opposed to only members of the same family, and that higher level of cooperation was associated with better government services, with greater ability of communities to deal with adversity, to deal with disaster, and various other outcomes. Now, this research in political science was probably expressed most famously in a book by Robert Putnam, which was in fact about Italy. Now, economists became interested late in social capital and in trust, probably in the mid to late 1990s, but we still have 20 years of research on the subject. What economists pointed out is that, in fact, we do have some measures of trust in different communities. We can ask people to play games and see how they cooperate. We can ask people whether they think it's okay to trust others. We can ask a broad range of questions about the confidence people have in each other and in institutions, and the answers to those questions are correlated with each other. And then we can ask
whether this actually relates to economic outcomes. And in fact, what economists have found is that many good things happen in communities with high level of trust, and communities where people are very capable of cooperation. So in countries or in communities with more trust, there is more business formation, firms are bigger, firms tend to go outside just the family in order to seek their management. If you look at the regulatory environment, it tends to be more benign, not quite as bureaucratic in places that have higher level of trust. And there is also some evidence, and though that's more controversial, that trust is correlated with economic growth. So whatever that thing that trust is, which we don't really fully understand, it seems to be associated with good things. So the question then arises, and this is what has animated people for many years now, where does trust come from? Where is it permanent? Does it change? How can we build trust? Now, the Italians turn out to be extremely skeptical about this issue, and they think that trust basically hardly ever changes, that the same Italian communities that had high levels of trust in the Middle Ages when they were building city-states have high levels of trust today, that trust gets transmitted within families, and it is almost impossible for anybody to change it. So this is the source of this Italian cultural pessimism about the South, which is they say, look, these people can never be caused to trust each other. I think more recently in social science, people have actually moved away from this Italian skepticism and started working on, got a more optimistic view of how one can build trust. The main way in which the main focus of this research is actually to ask the question of whether trust can be built in schools, whether in fact teachers working with young children can do things that would enhance the formation of trust so that as adults the students could cooperate with others, could become more productive members of society. And the answer to that seems to be very clearly yes, which is that there is tremendous variation both between countries and even between schools within countries in the levels, in teaching practices, in the way how students are taught in school. And what research shows, including some research that Jan Elgan and I were involved in, what research shows that in fact in places where and in schools where students do projects with each other, are taught to cooperate at a very young age, students grow up to develop greater trust in each other in their institutions and to become more cooperative members of society. So far from the Italian skepticism, I think we now believe that early education at young ages, that involves children doing projects together, children working together on common tasks, in fact teaches cooperation, and that cooperation has been taught. So that, let me finish that with that as the introduction. So it's a tremendously exciting area for thinking about the world, of thinking about how we can build communities, how we can build more gentle societies in which people can, through the forces of cooperation, become more productive. And I think that one of the things we increasingly believe today is that, in fact, by focusing on education, we can build social capital. Let me stop here. Merci beaucoup. Okay. J'espère pouvoir revenir sur quelques-unes de ces questions. Bernard Guénier. Bonjour à tous. Ce que je voulais juste évoquer avec vous, et dans le cadre de l'expérience que PwC peut avoir en matière de confiance, qui est un de nos, je dirais, fait partie de notre ADN dans le rôle que nous avons dans la société, dans cette ère du numérique qui émerge, et on l'a dit déjà à une vitesse inégalée, j'observe que la défiance est de mise. Et la restauration de la confiance et de l'envie, qui me paraît être un élément essentiel,
c'est à mon avis ce combat que tout le monde doit mener aujourd'hui dans une économie qui évidemment évolue très 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 vite, et je vais en donner quelques paramètres d'évolution qui me paraissent devoir être notés. Donc notre expérience, c'est quelques clés sur la confiance, donc essayer de la caractériser selon l'expérience que nous en avons, et faire un petit point de focalisation sur ce qui me paraîtra essentiel pour le monde qui vient, c'est la façon dont nous devons nous comporter avec toutes les parties prenantes sur ce sujet, parce que les comportements de demain ne seront certainement pas ceux d'hier dans ce domaine, pour investir pour demain et créer cette nouvelle économie de la confiance. Alors, tout a été dit sur, je dirais, sur la confiance, ou presque, au sens où tout le monde sait bien que pas de croissance économique sans confiance, pas d'innovation, pas d'investissement, sans espérance dans l'avenir. Donc je crois que c'est la problématique de l'espoir qui est posée ici, et je trouve que la société française est bien plombée par cette crise de défiance généralisée qui est enfermée dans une sorte de spirale négative mortifère qui protège le passé. Je crois que c'est un élément essentiel de réflexion pour moi, et je note que nos économistes travaillent sur ce sujet, probablement depuis pas assez longtemps, et peut-être pas avec autant de moyens et d'énergie que l'on devrait. Et je salue d'ailleurs ceux qui y travaillent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si vous faites une petite recherche sur les économistes qui travaillent sur la confiance, il y en a assez peu. Vous en avez deux devant vous. Il y en a très très peu. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Alors les entreprises, elles y travaillent tous les jours. Et les chefs d'entreprise qui sont devant vous et qui ont la responsabilité de grandes organisations vous diront que c'est un sujet essentiel pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quoi de neuf sur la confiance ? Quand vous regardez le baromètre Edelman, qui est un baromètre assez intéressant sur la confiance, qui est un baromètre international, arrêtons de dire que la France est l'exception. Moi, je ne crois pas. Le problème de la confiance se pose aux États-Unis. Ce baromètre vous dit que les Américains ne font pas plus confiance à leur gouvernement que dans les années 30. En Islande, 90% des Islandais déclarent n'avoir plus aucune confiance dans leur classe politique. Alors, bien sûr, au-delà de ça, émergent les populistes que l'on voit de plus en plus émerger et qui, à mon sens, doivent être regardés avec une grande attention, puisqu'ils travaillent sur ce terreau de la méfiance ou de la défiance. Alors, en tant qu'observateur privilégié de l'économie, je crois qu'il y a deux ou trois points importants à avoir en tête. Cette économie aujourd'hui est en train de se désintermédier totalement, avec tous les moyens qui existent aujourd'hui et qui font qu'on a peut-être moins besoin de capital pour émerger. Et d'ailleurs, les très très grandes entreprises qui ont émergé depuis 10 ou 20 ans aux États-Unis le montrent. Peut-être moins besoin de capital, mais une capacité à avoir un poids sur l'économie considérable. Donc les technologies, l'Internet des objets ou la connexion permanente entre nous et en tout lieu, c'est l'idée que nous partageons de plus en plus. Nous partageons produits et services selon des usages que l'on met en partage. Donc les évolutions des modèles économiques des entreprises le montrent. C'est le partage des actifs qui est de plus en plus à l'ordre du jour. Alors dans ce contexte, comment accélérer pourquoi y a-t-il une accélération de la perte de confiance ? Puisqu'on le remarque que le digital amène par l'échange horizontal et la consommation collaborative à ce que les individus n'aient plus confiance dans les corps intermédiaires et les politiques. Et là, je vais faire une petite aparté sur ce sujet en disant que s'il y a bien un point sur lequel, à mon sens, nous devons tous travailler, c'est ce que les chefs d'entreprise essayent de travailler tous les jours, c'est le concept de leadership. C'est-à-dire, je crois que tous les individus dans le monde, nous-mêmes, chacun de nous, est de moins en moins satisfait du monde actuel. Et je crois que la classe politique, l'ensemble des corps intermédiaires ont une réponse urgente à donner sur donner ce sentiment que l'action publique n'est pas un spectacle, ne donne pas un sentiment d'impuissance ou de non-exemplarité, et que l'absence d'authenticité et un manque cruel de vision et de sens est vraiment aujourd'hui à l'ordre du jour. Je suis sûr qu'ils y répondront tout à l'heure. Et c'est donc dans l'investissement dans le leadership qui me paraît être le point essentiel pour qu'on investisse demain. Et donc cela passe par, pour être leader, avoir un sens de l'engagement, une intégrité sans faille, du courage et de l'honnêteté. Donc ça, c'est un point très important. Et il y a un deuxième point aussi important qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette honnêteté, cette authenticité ne signifie pas non plus transparence universelle. Car la transparence totale est un fantasme et une contradiction. Nos métiers nous le montrent tous les jours.
Nous avons des professions chez PwC qui disposent d'un secret professionnel et qui n'est pas une protection pour nous-mêmes, mais pour nos clients. L'actualité le montre et il me paraît tout aussi nécessaire que la marge de l'État puisse aussi disposer du secret nécessaire. Donc c'est là aussi une composante de la confiance. Le secret, parfois, et la recherche effrénée d'une transparence absolue a au contraire pour effet de susciter la méfiance, me semble-t-il. Alors, je citerai ici Jacques de Saint-Victor qui, dans son récent livre « Les antipolitiques », dit « L'exigence de la transparence est un dieu sévère qui, comme Saturne, dévore ses propres enfants. Elle n'admet aucune limite et rien ne vient jamais rassasier son désir en créant un effet de frustration permanent. Et on voit bien que la frustration est un ingrédient de la méfiance. » Alors pour finir sur ce besoin d'authenticité et de crédibilité du leadership, il existe, me semble-t-il, un besoin pour les politiques de créer cette authenticité et ce leadership. Tous les jours, les chefs d'entreprise le vivent, le savent. C'est une exigence quotidienne que chacun de nous, à laquelle chacun de nous doit répondre. Donc avoir confiance dans l'avenir, c'est aussi peut-être aussi mesurer les impacts sociaux de ces nouveaux modèles. Et si ces modèles, nouveaux modèles économiques qui émergent sont des business de croissance et certains sont extrêmement rentables, il ne faut pas oublier et surestimer ces modèles car s'ils sont collaboratifs, ils ne profitent pas à tous. Et je vous inviterai à lire un article extrêmement intéressant dans un article de Nathan Schneider aux États-Unis dans un média qui s'appelle de façon assez intéressante Al Jazeera America, qui dit que the sharing economy has to choose between people and profits. Il ne faut pas confondre la collaboration et le partage avec la protection des hommes et des femmes. Donc l'économie du partage ne rend pas donc obsolète le rôle d'amortisseur des inégalités qui incombe aux politiques une fois de plus et aussi à la régulation des marchés. Donc pour finir, peut-être un dernier point, parce que ce matin j'étais avec les jeunes, et il y a beaucoup de t-shirts blancs dans la salle. S'il y a bien un acte de foi et un acte d'investissement, c'est la confiance en acte, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'investissement dans les jeunes. Et là aussi, je voudrais finir sur une citation d'un livre que Jean-Vier vient de sortir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et qui disait aux jeunes, et en s'adressant aux plus vieux, à nous de leur donner une place, une appartenance collective, un respect et une direction pour chercher un horizon. Merci. Merci beaucoup. C'est intéressant que nos deux premiers intervenants, les deux ont pris investissement comme investissement dans le capital humain, ce qui n'est pas toujours la façon de voir la chose, mais très intéressant. Est-ce que, Xavier, est-ce que vous aimeriez, par chance? Je me doutais bien que vous finiriez par me donner la parole. En tout cas, je remercie mon voisin d'être arrivé parce que vous remarquerez qu'initialement, j'étais le seul à n'avoir personne à côté de moi, ce qui montre bien que la défiance vis-à-vis du politique s'exerce pleinement. Très rapidement... Oui, mais ça n'a pas été spontané tout à l'heure. Allez, très sérieusement, quelques remarques liminaires. Je ne suis pas par nature dépressif, je ne suis pas catastrophiste, je ne suis même pas pessimiste. J'essaye de porter un regard lucide et je reste, un optimiste. Donc le propos que je tiendrai tout à l'heure doit vraiment s'entendre à la lumière des deux derniers adjectifs que je viens de donner. Le deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je n'aurais pas tenu les propos que je vais tenir avant les élections européennes. Pour moi, il y a un avant et un après élections européennes. Vous allez me dire qu'il a fallu du temps pour que certains se réveillent. Mais les élections européennes, c'est pour moi le dernier avertissement clair, intelligible, pour tous, de l'annonce d'un nouveau 21 avril. Dans quel sens, je n'en sais rien, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas une évidence, mais on y va clairement et droit devant, si jamais personne ne se ressaisit. Et il n'est même pas concevable qu'aujourd'hui, je le dis pour la gauche et pour la droite, on se fixe comme objectif premier d'arriver deuxième derrière le Front National au premier tour d'élection présidentielle. C'est une folie que de penser cela, et pourtant, beaucoup le pensent. Mais aux élections européennes, ce qui s'est passé, c'est que quel que soit le niveau d'abstention,
quel que soit l'enjeu européen, plus facile pour l'extrême droite, la vérité c'est que Mme Le Pen, les Français ont voulu clairement qu'elle soit en tête, et pas d'un tout petit peu. Plus de 4 points devant l'UMP, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que si les révélations qui ont été faites sur ma famille politique le lundi avaient été faites la veille du scrutin, le Front National était à plus que 30 et ma famille politique était exactement au niveau du Parti Socialiste, c'est-à-dire 2 fois moins. Et ça change beaucoup ma lecture. Beaucoup. Le troisième aspect que j'aurais indiqué, c'est que je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui a été indiqué tout à l'heure, c'est que sans confiance, l'investissement est beaucoup plus compliqué et que sans confiance également, il n'est pas possible de construire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et enfin, je dirais aussi à Yann que chaque année, pour l'instant, ils peuvent rééditer leur ouvrage. Le contenu peut être enrichi, mais ils n'ont pas besoin de changer le titre. Toujours pas. Alors, par quoi ça se traduit? Vous le savez. Ça se traduit par l'abstention et la contestation. Sauf que si nous ne réagissons pas, en ce qui concerne les politiques, qui sont les représentants, je parlerai dans quelques instants de la crise de la représentation, nous aurons, au mieux l'indifférence, et au pire la violence, sauf que la violence, elle peut aussi se traduire électoralement, surtout qu'il y a une offre alternative politique qui incarne, qui symbolise. C'est aujourd'hui l'extrême droite, ça aurait pu être, si M. Mélenchon avait agi autrement, ça aurait pu être lui aussi cette alternative. Il n'a pas su le faire, c'est un autre débat. Je ne vais pas m'ériger en conseilleur des uns et des autres. Mais ce que je crois aujourd'hui foncièrement, c'est qu'il y a des pays qui ont donné le sentiment de pouvoir se vivre, développer, être gouvernés sans gouvernement, sans même les politiques. C'est l'indifférence. Et de la même façon, j'ai vu ici, cercle des économistes, beaucoup, vis-à-vis du politique que je suis, faire preuve de considération parfois, de commisération, beaucoup. Le pauvre. Où vous en êtes? Comment vous allez? J'espère que ça va mieux pour vous que pour la politique en sens large. Mais je pense sincèrement que nous ne sommes pas, aujourd'hui, en mesure, pas de gagner, ce n'est pas l'enjeu principal, mais en revenant au pouvoir, si demain les Français nous font à nouveau confiance, d'avoir la confiance minimum, le soutien populaire et donc la force pour engager le programme de réforme dont ce pays a vraiment besoin pour mettre un terme à son décrochage et à son déclin. C'est ça, aujourd'hui, le véritable enjeu. Le problème n'est pas de gagner. On peut très bien surfer sur l'anti-hollandisme primaire, comme certains l'ont fait sur l'anti-sarkozysme primaire. Ça ne suffit pas pour avoir la force de proposer une ambition pour le pays et une vision pour la France et les Français. C'est ça, aujourd'hui, le principal défi. Alors, en quelques instants, parce qu'on me fait signe gentiment, poliment et insidieusement qu'il ne me reste que 2 minutes, mais après, il y aura peut-être des questions qui me seront posées. Ça passe par quoi? Une profonde lucidité de la classe politique. Elle finira un jour ou l'autre, même s'il y avait le retour de la croissance à un moment donné que, bien évidemment, par nature, nous dépenserions, nous gaspillerions plutôt que d'engager les réformes structurelles, parce que depuis 30 ans, le problème est le même pour la gauche comme pour la droite. Incapacité à savoir dire la vérité et incapacité à avoir le courage de faire les réformes. C'est notamment le choix de l'impôt plutôt que de la réduction des dépenses. Ça fait beaucoup moins de mécontents. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que nous avons besoin d'un nouveau cadre institutionnel. Je pense que nos institutions, comme les partis politiques, sont aujourd'hui clairement à bout de souffle. À bout de souffle. La crise de la représentation touche tout le monde, hein. La classe politique, tous les corps intermédiaires. On ne me fera pas dire que les médias sont plus vaillants que nous. Et on ne me fera pas croire non plus que les partenaires sociaux, patronat comme syndicats de salariés, sont plus vaillants que nous. Mais ils symbolisent aussi ces conservatismes français. Je pense que les Français sont 1000 fois moins conservateurs que les corps intermédiaires. 1000 fois moins. C'est donc un nouveau cadre institutionnel. Je plaide pour ma part pour un changement qui consiste à dire que le quinquennat renouvelable est une très mauvaise idée. Ça nous a plongé dans un système à l'américaine où le temps est le maître de tout. Je plaide pour ma part pour un septennat non renouvelable pour effacer ce côté humain qui est le souci bien naturel de la réélection dès qu'on est entré à l'Élysée, ce qui empêche aussi de mener les réformes de fond. Je suis pour la pratique du référendum. Je suis aussi pour que la classe politique témoigne de son exemplarité en se réformant en profondeur. Moins de parlementaires. Une réforme territoriale, même si aujourd'hui elle me semble ni fait ni à faire, je suis prêt à ne pas voter contre, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de qui que ce soit qu'elle émane de cette réforme en profondeur. Je plaide aussi pour de nouvelles pratiques politiques, ça a été dit. L'éthique, l'exemplarité, c'est vrai, et aussi une approche plus horizontale que verticale. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles je voterai cette réforme territoriale. Et puis aussi de parler autrement et de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Et enfin, juste pour terminer, il est impératif d'avoir une véritable reconnexion de la politique. La crise de la représentation dont je parlais tout à l'heure, elle peut porter plusieurs couleurs. Le rouge, les bonnets rouges. Les bonnets rouges, quoi qu'on en pense, témoignent bien d'une crise de la représentation politique. Le jaune, les gilets jaunes, c'est la même chose.
avec la réforme des rythmes scolaires. Mais on aurait pu parler des pigeons comme de la manif pour tous. Tous ces mouvements se développent parce qu'il y a aujourd'hui une incapacité du politique à être connecté. Du politique, je le dis, pour la politique nationale, parce que la politique locale semble échapper à cela, pour l'instant. Il y a donc besoin de nouvelles pratiques, et si je les propose, c'est pour engager le débat, et peut-être, pour qu'un jour, la société de défiance ne soit qu'un lointain souvenir ou une référence, mais une référence du passé. Je vous remercie. Christophe? Oui, ça va? Très bien. Moi, je vais commencer par Warren Buffett, qui dit qu'on ne parle de la confiance, c'est comme l'air que nous respirons. C'est quand il y en a, personne ne s'en aperçoit, mais c'est quand on en manque qu'on voit à quel point il est indispensable. Donc, on parle beaucoup de confiance quand on en manque, et on prend de bonnes résolutions. On vient d'en entendre d'excellentes. Et quand la confiance revient, les bonnes résolutions, souvent, s'en vont. Donc, quand on essaie en économie de regarder ce qu'est la confiance, on est très ennuyeux parce que sur le mot confiance, il y a des différences. Vous pouvez avoir confiance, par exemple, dans le fait que je vais respecter mon temps de parole ou que l'équipe de France va gagner contre l'Allemagne ce soir. Elle n'est pas favorite, mais on pourrait gagner. Bon. Vous pouvez avoir confiance en une personne, en une institution, en l'avenir, en votre avenir, en l'avenir de votre pays, les Français étant plus pessimistes sur l'avenir de leur pays que sur leur propre avenir, etc., etc. Donc confiance, morale, c'est pas tout à fait la même chose. On ne sait pas définir la confiance, on ne sait pas la mesurer non plus. Ce qu'on sait mesurer, ce sont les conséquences de la défiance. Parce que la confiance a un prix, n'a pas de prix, pardon, elle a une valeur, mais la défiance a un coût, ça on le sait, et on en mesure le coût en économie. C'est comme une taxation de la croissance, c'est comme une trappe, si j'ose dire, dont on essaie de se sortir. Et puis une fois qu'on a pris les bonnes résolutions, on ne sait pas trop par quel bout commencer. Parce que finalement, la confiance est à la fois le point de départ, mais aussi le point d'arrivée. On parlait de capital social tout à l'heure, la confiance est le point de départ du capital social, mais aussi le résultat du capital social. Donc c'est une notion très, très imprécise. Alors je vais essayer de vous développer très vite deux choses pour tenir le temps de parole. C'est d'une part que il faut savoir un peu de quoi on parle, donc c'est une évidence, la confiance, mais une évidence un peu complexe. Et puis d'autre part, ma conviction absolue qu'on peut être, chacun à son niveau, des acteurs de la confiance et pas uniquement des spectateurs qui attendent que la confiance revienne. Alors, il y a trois dimensions dans la confiance. Il y a la dimension conjoncturelle, je ne vais pas développer. Quand ça va mal, c'est-à-dire que les investissements sont en panne, le moral est en berne, rien ne va, les impôts ne rentrent pas, les dettes explosent, etc. Bon, donc ça, c'est la crise conjoncturelle. Évidemment, quand elle dure un moment, on se dit, est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter ? Alors, il y a la dimension culturelle qui a été évoquée par plusieurs des intervenants. Les Français sont plus pessimistes que les Afghans. Ils n'ont confiance en personne. Il y a souvent des sondages. Donc l'an dernier, il y en avait un qui était publié sur en qui les Français ont-ils confiance. Alors je ne parlerai pas de... Parce qu'on a parlé des hommes politiques, toujours la faute des hommes politiques, mais alors rassurez-vous, les hommes politiques, les patrons des grandes entreprises, les syndicalistes patronaux, les banquiers, il y en a beaucoup ici, les journalistes, etc., le taux de confiance est vraiment pas très fort. Hein. Donc on est tous un peu dans la... En revanche, les Français, ils ont confiance dans les pompiers. Ils ont confiance dans les bouchers aussi. Donc ça ferait plaisir à Adam Smith, hein, qui parlait de la fausse bienveillance du boucher. Hein. Ils ont confiance un petit peu moins dans les patrons des petites entreprises. Et alors ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils ont encore confiance à 43% dans les économistes. Enfin, donc... Les Français n'ont confiance en personne. Mais souvent, dans ces questions, il faut être relatif. D'abord, c'est pas propre à la France. Oui, les Français sont assez pessimistes, ils ont un fond culturel, tout ça a été remarquablement analysé par mon voisin. Mais imaginez qu'on vous pose la question, qui est la question qui sert à faire ces sondages. D'une manière générale, diriez-vous que l'on peut faire confiance à la plupart des gens et que l'on n'est jamais trop prudent quand il s'agit des autres ? Est-ce que les Français sont finalement méfiants ou lucides ? C'est ça la question que je pose. Donc la conjoncture
qui est une des dimensions de la crise de défiance, ne va pas changer le phénomène culturel des Français. L'éducation, oui. Investir dans l'éducation où on apprend à travailler ensemble, à faire du sport ensemble, à faire des exercices ensemble, à construire des choses ensemble. Oui, ça peut servir à gommer ce trait culturel. Je pense aussi fondamentalement qu'il y a une dimension structurelle dans la crise de défiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment voulez-vous avoir confiance en l'avenir ? Comment voulez-vous croire que, alors qu'il n'y a plus de certitude, qu'il n'y a plus que des inquiétudes, que les intérêts particuliers ont pris le pas sur l'intérêt général, que les centres de pouvoir traditionnels, les États, sont impuissants ou effacés, que les centres de décision économique se sont éloignés? Je suis sûr que si Auguste Comte écrivait aujourd'hui, il n'aurait plus de positiviste attitude comme il avait à son époque. Donc il y a aussi une dimension structurelle dans la crise de confiance que nous avons. Alors c'est dommage parce que la confiance, c'est la base de tout. La confiance, elle est rentable, elle permet la croissance, elle permet le développement, elle se diffuse. Certains pensent qu'il y a un multiplicateur de confiance comme il y a un multiplicateur keynésien. Elle se capitalise, c'est ce qui a été remarquablement exposé, c'est ce qu'on appelle le capital social, le social capital. Donc elle alimente la croissance et réciproquement. Quand tout va bien, et quand tout va mal, tout va mal. Alors, une fois qu'on a dit ces généralités, moi je suis persuadé qu'on peut être acteur de la confiance. Alors, évidemment, la Française des Jeux n'est pas... C'est la page de publicité, maintenant. La Française des Jeux n'est pas la France. Encore que 27 millions de clients, 33 000 détaillants qui sont ouverts tous les jours, présents dans 12 000 communes, 12,4 milliards de ventes, je suis désolé, avec 65% redistribués sous forme de gains, ça permet d'avoir un petit capteur de l'humeur des Français. 92 millionnaires depuis le début de l'année aussi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je termine sur 3 choses, madame. Je n'ai pas tout à fait terminé mon temps de parole. Moi, je crois qu'il faut miser sur 3 choses si on veut rétablir la confiance. Il faut miser sur les personnes. L'investissement, ce n'est pas uniquement l'investissement physique, c'est l'investissement humain. Miser sur les clients, miser sur ses collaborateurs, faire confiance, entretenir une relation de confiance avec ses collaborateurs, miser sur les parties prenantes. Et pour ça, il faut dialoguer. Souvent, en France, on a un monologue qui s'appelle dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose qui doit être pas formel. Un dialogue civil, un dialogue social. Nous avons un dialogue, par exemple, avec nos parties prenantes sur ce que nous appelons le jeu responsable, et ça nous a fait beaucoup progresser, et c'est quelque chose qui construit énormément. Un dialogue avec les collaborateurs qui n'est pas un dialogue formel, institutionnalisé, qui est un dialogue qui permet, là aussi, d'avoir un énorme retour d'investissement. Et puis, la dernière chose sur laquelle il faut miser, ce sont les valeurs. Moi, je crois que la crise de confiance institutionnelle que nous avons en ce moment, et qui n'est pas propre à la France, mais qui ne va pas s'arranger dans tous les pays, passe aussi par la reconstruction d'une autre forme de confiance que j'appellerais la confiance éthique. Quand on mise sur les valeurs, on augmente la valeur de tout, à commencer par celle des entreprises. Et peut-être que demain, quand nous aurons bien collectivement misé sur les personnes, misé sur le dialogue, misé sur les valeurs, nous verrons les items de confiance des Français remonter, et que peut-être que les grandes entreprises auront le même taux de confiance que les pompiers ou que les bouchers, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Pardon d'avoir abusé du temps. Merci. Bon, merci beaucoup. Guillaume Pépi. Oui, pardon. D'abord, il est formidable son sondage parce qu'il ne vous a pas tout dit. Il vous a parlé des pompiers et des bouchers, mais c'est pour Xavier Bertrand qui lui-même avait fait un constat assez raide. Donc les hommes et femmes politiques, c'est 22%. Oui, mais derrière, il y a les agents immobiliers. Et juste au-dessus, ça ne s'invente pas, il y a les imams, les rabbins et les prêtres. Bon. J'ai du mal à reprendre quelque chose de sérieux. Donc, il est formidable ce sondage. Bon, non, moi, je voudrais juste apporter un bref témoignage. Et puisque Meryl Stevenson m'y a invité, peut-être juste parler de
de la confiance à la suite de 15 jours de grève, puisque c'est l'épreuve que nos clients viennent de subir pendant 15 jours. Et donc, très concrètement, moi, ce qui me semble, c'est que pour restaurer la confiance, il y a peut-être 3 pistes que je mets avec prudence et humilité dans le débat. La première, c'est en quelque sorte donner aux gens la possibilité de voir et de comprendre réellement. Alors, on avait un petit débat en aparté avec Hubert Védrine sur la transparence. Pour moi, en tant que responsable d'entreprise, une entreprise qui est au cœur de la vie des Français, une entreprise qui est un morceau de France, qui transporte tous les jours 10 millions de gens, la question de la transparence, on y a beaucoup réfléchi et on l'a tranché en faisant un des axes forts de la nouvelle SNCF et en essayant d'aller extrêmement loin. Ça signifie qu'en réalité, on veut que la vie d'une entreprise comme celle-là permette au public, 1, de savoir, 2, de se faire une idée, et 3, d'utiliser les données que nous produisons, au risque que ces données aillent dans un sens ou dans un autre, ou soient créatrices de valeur. Et pour vous donner une idée du niveau où on en est, on a pour l'instant une vingtaine on dirait en quelque sorte, de jeux de dossiers en open data. Certains ont été beaucoup remarqués. D'abord, les rapports sur la sécurité des circulations. Ensuite, toutes les données sur les grèves, les conflits sociaux, la participation, les résultats des grèves, etc. 3, les archives, notamment les archives de la Seconde Guerre mondiale, tout ce que nous possédons, y compris sur la question terriblement controversée des transports sous commandement allemand entre 1939 et 1945. Et puis l'accident de Brétigny fait l'objet d'un site web particulier sur lequel tous les rapports, données que nous pouvons avoir, nous, sont mis à la disposition du public. On veut aller plus loin, il y a 2 étapes encore à franchir, c'est notamment les courriers institutionnels, c'est-à-dire faire en sorte que le dialogue entre les élus de la République et cette entreprise soit porté à la connaissance du public. Et puis on veut aussi que l'ensemble de nos archives sur notre propre histoire, qui est quelque part un bout d'histoire du pays, soit mis à la disposition de tout un chacun. Une première proposition donc, c'est donner à voir. La deuxième proposition, c'est donner à agir. C'est vrai que dans le mot confiance, et je me réfère à ce que vous disiez, il y a à la fois le mot anglais trust, et le mot anglais trust, il est très lié aux valeurs. Est-ce que je fais confiance à la personne en face de moi pour dire la vérité? Est-ce que cette personne est honnête? Mais il y a un autre mot anglais qui est confidence, et le mot confidence, il réfère plutôt à l'action. Est-ce que je pense les gens qui sont en face de moi capables d'agir dans la bonne direction? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, on passe en quelque sorte à une confiance active. Et là, moi, je suis frappé du fait que pendant la grève, la question qui nous était posée, ce n'est pas vraiment qui a raison entre les syndicats, le ministre des Transports, la direction SNCF. Moi, sur les quais, tout le monde m'a dit « mais on s'en fiche ». La seule question, c'était adressée à l'entreprise, c'est « êtes-vous en capacité, non pas de vous planquer, mais d'agir, c'est-à-dire de nous sauver, entre guillemets, des aspects les plus pénibles de 15 jours de grève ». Et de ce point de vue-là, on a eu la détermination pendant ces 15 jours d'essayer de sortir de notre petite enveloppe habituelle, donc plus de gilets rouges que de grévistes, donc des opérations particulières liées aux examens, un message télévisé permanent qui a été assez remarqué, qui était à la fois faire connaître la compensation aux usagers et dire publiquement les regrets pour les dommages qui ont été causés à l'ensemble des Français. Bref, d'habitude, la direction d'une entreprise publique anti-grève, elle est planquée sous l'armoire, elle attend que ça passe, elle évite de s'exprimer et elle laisse l'orage. Je pense que ce temps-là est terminé et que le temps aujourd'hui est un temps de la responsabilité et de l'action pour mériter la confiance. Puis la troisième proposition, tout aussi rapidement, c'est non plus donner à voir ou donner à agir, c'est donner en responsabilité. Dans le livre de Yann, il y a un message très fort sur le fait que la France est construite dans les entreprises sur un lien hiérarchique, que ce lien hiérarchique aujourd'hui fait des ravages, créateur de désengagement, créateur de défiance, créateur de stratégies d'évitement chez les salariés. Et le livre exprime le besoin qu'en France, on ait un management beaucoup plus collaboratif,
un management beaucoup plus en réseau et qu'on fasse, entre guillemets, confiance en responsabilité aux salariés, beaucoup plus qu'on ne le fait dans la culture française. La définition de la SNCF que donnait mon prédécesseur Louis Gallois, qui est souvent ici, qui doit être là aujourd'hui, c'est que la SNCF, c'est l'armée plus la discipline. C'est tout un programme. En termes de management, alors c'est une définition qui est évidemment dépassée, mais oui, sympa. Bon. Et si on quitte un instant les salariés pour venir aux organisations syndicales, et je fais écho à des conversations qu'on avait eues aussi avec Xavier Bertrand, ce qu'on appelle en France la gréviculture, c'est quelque chose de fondamentalement ancré dans le pays, à savoir qu'au fond, ce qui est négocié ne vaut pas grand-chose, ce qui est arraché et conquis par la lutte... Non, je suis à 6 minutes 20. Madame, 6 minutes 20, il me reste 30 secondes. Donc, parce qu'elle me fait un énorme panneau stop. Eh bien non, j'ai 30 secondes. Ce qu'on appelle faire la place à la négociation, et la négociation l'emporte sur la grève, c'est deux choses concrètes. C'est un, que même dans la négociation, l'entreprise lâche au moins autant que ce qu'elle aurait lâché à l'issue de 15 jours de grève. Pas facile. Parce que, bien évidemment, si vous n'avez pas de grève, vous avez tendance à lâcher moins. Et la deuxième chose, c'est évidemment faire en sorte que s'il y a grève, la grève ne part pas du point d'arrivée de la négociation, mais la grève, entre guillemets, efface la négociation. Et par conséquent, la grève, eh bien, elle repart à zéro. Elle nécessite pour les salariés d'obtenir quelque chose, sans quoi la grève a effacé la négociation et a permis d'aboutir et d'acquérir finalement pas grand-chose. Donc c'est ces petites révolutions-là dans la pratique des entreprises qui me paraissent être de nature. Il est 7 minutes 13 à faire avancer la confiance. Merci. Bon, respirez. Monsieur Védrine. Je trouve là... Ça marche? Non. Ça marche? Oui. J'ai gagné 8 secondes là. Bon, je trouve le sujet excellent. J'ai développé dans un essai récent l'idée qu'on est handicapé par notre pessimisme et qu'on n'est pas pessimiste à cause de nos handicaps. Et je signale beaucoup l'étude absolument remarquable de notre ami sur la société de défiance. Cela dit, je pense qu'il faut avoir une typologie de défiance parce qu'on ne répond pas de la même façon. Par exemple, la défiance générale dans les démocraties développées par rapport à tous les systèmes représentatifs qui ne sont plus jugés comme représentatifs. Ça, c'est un phénomène global qui déborde largement la France, qui est très compliqué à traiter. La défense de l'opinion envers les représentants, la défiance envers les élites, y compris les médias, la défiance envers la science, le progrès, tout ce que les écologistes ont capté en l'enfermant, en l'hystérisant. C'est autre chose, voyez. La défiance envers l'Europe qui est dominante, parce que ce qui domine en Europe, ce n'est pas les mouvements extrémistes. Le score Front National en pourcentage n'est pas du tout le même en voix. En réalité, il ne gagne pas en voix. Mais comme les autres ne votent plus, évidemment, ils donnent l'impression de gagner. Donc, ils ont fait moins qu'au présidentiel, nettement moins. Ils n'ont pas gagné au municipal. Et quand vous calculez en voix, vous voyez le contraste. Mais pourquoi les autres ne votent pas ? Parce que l'euroscepticisme a tout dominé, en fait. Donc il y a un décrochage géant des gens normaux, disons. Et c'est un problème, une forme de défiance qui est très grave. L'agressivité du monde médiatique envers tous les pouvoirs, parce qu'ils pensent que c'est la condition de leur propre survie. Le mépris des élites politiques et économiques envers le peuple, ce qu'on appelle populisme. C'est un mépris, l'expression. Mais c'est une défiance inversée, c'est une peur, en fait. C'est une autre peur qui fait partie du problème. La défiance généralisée de la plupart des opinions, même anglo-saxonnes, par rapport à la mondialisation, pas qu'en France. La défiance des Occidentaux par rapport à la redistribution du pouvoir dont on parle depuis longtemps, par rapport aux émergents, les Occidentaux n'ont plus le monopole. Tout ça, ça forme un ensemble, mais vous voyez bien qu'en les mentionnant, en ajoutant maintenant les défiances plus spécifiquement économiques, la défiance des entrepreneurs par rapport au monde politique, surtout à l'heure actuelle, la défiance du Parti socialiste tel qu'il est devenu par rapport au monde de l'entreprise. Je ne parle pas des ministres qui essaient de faire le mieux possible, disons, mais je parle de la masse sociologique par rapport à ça. La défiance du monde de l'entreprise envers la gauche. La défiance, au bout du compte, des investisseurs parce qu'ils sont dans des conditions de précarité, d'insécurité juridique, fiscale, etc. Donc vous voyez bien qu'on pourrait continuer cette énumération qui est déjà effrayante par son ampleur, mais ce que je veux dire par là, en allant vite, puisque beaucoup de choses très remarquables ont été dites, c'est que ça n'appelle pas les mêmes réponses en fait, et qu'on ne peut pas invoquer la confiance comme ça. Ça ne se construit pas comme ça. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut analyser chaque défiance
qui est la traduction d'un pessimisme, d'un manque de confiance en soi, d'un traumatisme qu'il faut repérer, d'une phobie, et pour trouver quelle est la bonne réponse, qui doit venir de qui, à quel niveau. Par exemple, la réponse classique européenne, je l'ai souvent dit ici contre la majorité des gens, l'européisme classique, à mon avis, était une erreur parce que donnait le sentiment que par rapport à n'importe quel sujet, chaque année, on allait s'en remettre à l'Europe. Et il y avait un élément complètement décourageant, déresponsabilisant, alors qu'en fait, il faut faire exactement l'inverse. C'est l'union fait la force, et non pas on s'en remet à. Donc attention au niveau de la réponse. Est-ce que c'est au niveau européen, au niveau national, au niveau local, au niveau de l'entreprise? Est-ce que c'est la fameuse et nébuleuse société civile? Est-ce que c'est les fabricants d'opinion? Est-ce que c'est les entrepreneurs? À chaque fois, on va tomber sur un problème très délicat d'enclenchement, qui est comment on reconstitue, et on a un problème d'œuf et de poule, en fait, dans l'affaire de la confiance. Qu'est-ce qui est en mesure de redéclencher une construction de la confiance? On va dire qu'il faut que les entrepreneurs y aillent, mais qu'est-ce qui va donner aux entrepreneurs a suffisamment confiance pour qu'ils réinvestissent ou qu'ils développent, on le tige le camp. Donc vous voyez, ça part d'où? On va dire ça part des hommes politiques. Mais quelle est la marge de manœuvre des hommes politiques par rapport à une société qui est crispée sur ses défiances? Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que tous les sondages montrent que les Français en général seraient plus ouverts, plus réformateurs, je ne sais pas peut-être, mais en tout cas plus disponibles par rapport à ça. Donc il y a un énorme phénomène d'enclenchement par rapport à ça. Donc je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir. Quel doit être le rôle de chacun? Quel est le chef d'orchestre à quel niveau? Et ce n'est pas que politique. Donc il ne suffit pas de dire il faut qu'il y ait un président de la République qui ait le courage de faire ceci, cela. Ça ne fonctionne pas si ce n'est pas relayé. Et s'il n'y a pas toute une série de gens après. On a parlé du rôle des individus, de chacun d'entre nous par rapport à ça. Et je pense qu'il faut y réfléchir. Bon, je vais quasiment être plus court que tout le monde, parce que je viens après les bonnes interventions, mais c'est mon point clé, ça. Qu'est-ce qui peut enclencher? Cela dit, notre tour d'horizon pourrait donner un sentiment très décourageant, parce qu'en dehors de l'appel à la confiance, personne ne s'est reconstitué, il y a une sorte de formule magique qui semble avoir été perdue en réalité. Il me semble, moi, qu'il y a une prise de conscience, sinon il n'y aurait pas ce thème d'ailleurs. Il n'y aurait pas ce thème ici à Aix. Je pense qu'il y a une exaspération et qu'il est en train de monter dans ce pays le sentiment que c'est plus possible comme ça. C'est plus possible de constater que chaque opposition, X ou Y, c'est pas droite-gauche, l'opposition attend que l'équipe au pouvoir se plante en attendant de se planter à son tour. Donc il y a quelque chose qui est insupportable, qui devient insupportable, qui est ressenti dans chaque parti politique, en fait, à l'intérieur de chaque famille politique. Il y a ceux qui commencent à militer de façon de plus en plus ouverte sur le fait de dépasser ça. Pas au profit d'une confusion, mais peut-être d'une action. Parce qu'un des éléments les plus fondamentaux et les plus débilitants à tous les niveaux de défiance que j'ai rapidement cités, c'est la question de l'impuissance publique. Et ce sentiment de l'impuissance publique par rapport à un monde que plus personne ne contrôle par aucun bout, c'est quelque chose qui mine absolument tous les mécanismes de décision, sauf dans quelques entreprises qui ont affaire à une sorte de biotope particulier où un bon chef d'entreprise peut encore apporter les réponses nécessaires dans son monde à lui à un moment donné. Mais dans la sphère publique générale, non. Donc c'est quelque chose qui est en train de corroder à un point extrêmement dangereux les démocraties modernes. Donc je crois, moi, se ressentir, mais peut-être que je me trompe, que je suis paradoxalement trop optimiste sur ce point, un tel sentiment de c'est plus possible que ça va, je crois, créer quelque chose en termes politiques, en termes d'expression, peut-être dans le monde médiatique, petit à petit, de proche en proche. Il me semble que nous ne sommes pas loin de ce moment-là. Merci à tous les intervenants. Il y a des thèmes très, très intéressants. Il y a la nature même de la confiance, la définition de la confiance, l'anatomie de la défiance, les limites de la transparence. Il y a des propositions pour réformer la vie politique. Alors, on va voir si on peut parler de quelques-uns. Avant de prendre des questions de la salle, est-ce que Pierre Chevel est là? Bon, Pierre. Pierre est étudiant à l'École supérieure de commerce de Paris. C'était un de nos étudiants ici. C'est bien rempli, on ne le voit pas forcément quand on est dans la salle. Ça ne fait pas pareil d'en bas. Bonjour à tous et merci au Cercle du coup, de nous accueillir et de nous donner la parole pendant ces sessions. Moi, ma question, je suis vraiment fondu d'innovation sociale, elle porte plus sur le financement participatif.
On a parlé par-ci par-là de crowdfunding, mais sans jamais vraiment rentrer dans le sujet. Et je ne sais pas à quel point vous êtes tous des experts du sujet. J'en doute pas pour la plupart, mais du coup, je vais me permettre juste de rappeler de quoi on parle pour être sûr d'être dans du concret. Financement participatif, c'est j'ai un projet créatif ou solidaire, ou les deux, et je fais appel à des internautes que je connais ou que je ne connais pas pour la plupart, donc mes voisins, ma famille, mes amis, ou vous tous dans la salle, pour financer mon projet. Donc concrètement, ça peut être soit du prêt via une plateforme comme Babylon, donc du microcrédit solidaire, soit du don avec une plateforme comme KissKissBankBank. Et ces plateformes, elles cartonnent complètement aujourd'hui, parce que même si on donne à des inconnus, on parlait de confiance éthique tout à l'heure, on sait où on investit, c'est des circuits courts, et on sait où va notre argent. Et du coup, on fait confiance même à des gens qu'on ne connaît pas. D'où ma question. Comme tout ce qui connaît beaucoup de succès, on est encore au tout début du crowdfunding. Comme tous les phénomènes qui connaissent du succès, on s'expose à des limites et à des dérives. Du coup, notamment à Yann Algan, à quel excès et abus de confiance est-ce qu'on s'expose? Et surtout, comment on peut y remédier? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bernard, vous aviez des idées là-dessus, je crois. Et puis après, Yann, peut-être. Alors sur le crowdfunding, en fait, c'est le combat, c'est éternel là encore, de quel type d'informations je dispose pour pouvoir mettre un peu d'argent sur un projet et tous les risques que ça implique. Vous l'avez cité. Je crois que malheureusement aujourd'hui, je crois que les dispositions récentes gouvernementales sur le sujet sont un peu d'eau tiède parce qu'elles ne sont pas assez en ligne avec l'évolution de la société. Ceci étant, il y a des limites. Parce que faire du crowdfunding, c'est, dans un autre jargon financier, faire appel public à l'épargne. Et donc, il y a quand même quelques limites à ça. Je crois que le gouvernement a fait évoluer un tout petit peu le sujet. On aurait pu aller bien plus loin, tout en protégeant quand même, évidemment, l'intérêt de chacun. Parce que ça peut paraître sympathique au départ, mais si ça se passe mal, ça peut être assez catastrophique pour le crowdfunding lui-même. Donc il faut faire très attention. Je crois qu'on n'est pas assez dynamique en France sur le sujet, parce que encore trop regardant, on regarde encore un peu trop vers le passé dans la notion même qu'on a de la société aujourd'hui. Mais il faut faire quand même attention. Donc je pense qu'on pourrait faire mieux. On aurait pu faire mieux dans les dispositions, mais il y a quand même des limites. Yann, est-ce que... Moi, je compléterai avec un autre angle d'attaque en disant en même temps que cette ère d'économie collaborative est quand même assez merveilleuse parce qu'elle soulève de nouveaux défis. Le meilleur exemple est bien sûr Wikipédia. Qu'est-ce qui motive les gens à payer à travailler sans aucune incitation monétaire? Et plus généralement, lorsqu'on voit l'ensemble des nouvelles technologies d'open software qui sont aussi compétitifs que des entreprises traditionnelles verticales, on est quand même très très étonné sur la puissance d'autres types de motivations, des motivations qui ne sont pas que monétaires, mais des préférences sociales. Quel est le rôle de l'image sociale quand vous travaillez dans une entreprise? Eh bien, ça compte. Quel est le rôle de la réciprocité? Eh bien, ça compte. Et ça compte d'autant plus dans cette nouvelle galaxie d'économie collaborative. Et je pense que c'est un vrai défi pour l'ensemble des entreprises. Et je pense aussi bien pour ces open software que l'ensemble des entreprises dont on a les directeurs ici. Merci. D'accord. Oui. C'est pour poser une question à mon voisin. Parce que l'exemple du crowdfunding que vous avez donné illustre bien pourquoi on ne fait pas confiance et pourquoi quand il y a des bonnes idées, on ne leur permet pas de donner leur totale mesure. Pourquoi c'est de l'eau tiède? Parce que le gouvernement, ils ne sont pas fous quand même au gouvernement. Est-ce qu'on a voulu protéger ceux qui ont recours au crowdfunding ou est-ce qu'on a voulu protéger les intérêts de ceux qui pensent que le crowdfunding va remettre en cause leur situation? C'est tout le problème de la prise de décision en France. Les réformes au maximum, c'est ce que le corps social accepte. Ça n'est pas ce que l'intérêt général commande. Donc sur cette question, si je ne vous gêne pas, qu'est-ce qu'on a voulu protéger? Peut-être que la réponse est dans la question qu'on a dit tout à l'heure, mais je ne serais pas aussi marqué que ça. Je pense qu'effectivement, on a probablement voulu protéger le système existant parce qu'effectivement, c'était créer un dispositif de financement nouveau. Ceci étant, il ne faut pas non plus exagérer parce que le crowdfunding, si on regarde les volumes de besoins que ça représente, finalement, c'est assez peu par rapport aux besoins de l'économie. Donc le sujet est assez limité.
Non, mais c'est par rapport à tout le financement au sein de l'économie, ça représente peu de choses. Alors pourquoi on n'a pas Donc on pouvait aller plus loin, c'est ce que j'ai dit. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... d'accord. Vous, monsieur, dans la chemise bleue. C'est tout le débat français. Il n'y a que la protection du particulier quand même. S'il y a Un peu. Mais ça, c'est un quart ça et trois quarts d'intérêt bancaire. C'est ça, on crève de ça aussi en France. On crève. On ne sait pas assumer les choix. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Ça fonctionne très bien. Je m'appelle Rémi Mangin, je suis chef d'entreprise. Deux choses, je voulais vous poser une question et vous donner un témoignage. Mon témoignage, c'est que je suis venu un peu accidentellement l'année dernière et que cette année, je suis venu avec 6 de mes associés parce que le cercle, et vous voir tous les 8 sur cette table, m'a donné beaucoup de confiance. Et c'est une première piste. Non, mais c'est vrai. De voir, en fait, tout simplement, comme ça, et très accessible, les plus hauts représentants déjà de France et de beaucoup d'autres pays, je trouve que c'est tout à fait fantastique. Et ça me permet, moi, d'avoir beaucoup de confiance. La deuxième piste, Monsieur Bertrand, peut-être vous parliez de crise de représentativité. Et c'est assez génial, quand on entreprend, d'avoir des opportunités comme ça. Parce que si cette crise de représentativité est assez générale, il faut trouver les clés, ce qui n'est pas évident à trouver. Mais par contre, c'est un terrain de développement énorme. Voilà. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que c'est une piste? Merci. Oui, mais si je vais jusqu'au bout de ce que vous dites, ça veut dire que dans la crise de représentation, je pense notamment aux partenaires sociaux, il faut que ceux qui sont à la tête, qui représentent, n'oublient pas que ce sont à l'origine des professionnels, ils doivent le rester, et qu'ils ne deviennent pas des institutionnels. Le vrai sujet en France, notamment sur la démocratie sociale et le dialogue social, c'est notamment ce qu'il y a dans le livre de Yann. On a un sujet avec le dialogue social en France. Il est incontournable, il est indispensable, il permet de trouver des bonnes solutions. Mais son avenir, est-ce qu'il se situe au niveau national ou est-ce qu'il se situe au niveau local, notamment dans les entreprises? Pour moi, le choix est fait. C'est davantage dans les entreprises. C'est là qu'on peut trouver un maximum de bonnes solutions. Parce qu'au niveau national, pour les partenaires sociaux comme pour les politiques, le jeu de rôle reprend ses droits. Parce qu'il y a les caméras, parce qu'il y a les micros. On préférera avoir un accord avec tous les signataires, même s'il n'y a que 50% de résultats positifs, plutôt que d'avoir un accord avec 50% de signataires, mais qui donnerait sa pleine mesure. C'est cette hypocrisie française avec laquelle il faut rompre. Parce qu'autrement, on continuera à faire semblant. Nous pourrons continuer à avoir ce statut de grand pays à qui on prêtait facilement et pour pas cher, mais nous ne maîtriserons pas notre destin et nous continuerons sur la voie soit du déclin, soit du décrochage. C'est avec tout ça qu'il faut rompre. Mais ce que j'ai tenté de vous dire, vous venez aujourd'hui au cercle, c'est très bien, investissez-vous dans vos organisations. Prenez des responsabilités, ça veut dire faire un choix sur votre vie familiale, sur la vie de l'entreprise, mais si vous avez l'âme d'un professionnel, continuez à vous engager dans les organisations professionnelles. Christophe, tout d'abord, puis M. Védrine. Non, je voulais juste parler d'une expérience, si je peux dire, à la Française des Jeux, avec ce qu'on appelle le bien-être au travail. Vous savez que dans les entreprises publiques, ça paraît curieux, il y a eu tout de même des moments un peu difficiles dans certaines entreprises avec des suicides de collaborateurs. Donc c'est quelque chose que tout le monde veut éviter. Donc on a créé, nous, une démarche de bien-être au travail avant même que le sujet soit évoqué. Et on l'a fait à l'envers de ce que font habituellement les organisations, les entreprises. Au lieu de discuter avec les partenaires sociaux du sujet et puis ensuite se poser la question de comment on allait le mettre en œuvre, on a mis en place un observatoire du bien-être au travail avec des personnes représentatives des collaborateurs qui ont fait remonter toutes sortes d'idées et qui avaient pour mission de régler tout ce qui pouvait être réglé facilement. Et ensuite, ne se remonter à la discussion avec les partenaires sociaux que ce qui nécessitait du temps ou des arbitrages. Voilà, il y a beaucoup de potentiel en France pour libérer les énergies. Il y a aussi beaucoup de blocages pour bloquer les énergies. Donc il ne faut pas s'imaginer que le parcours d'un chef d'entreprise, qu'il soit privé ou public, ne ressemble pas à une course de haies. Alors je voudrais dire, pour répondre à ce qui a été dit, engagez-vous, dit-on à notre interlocuteur tout à l'heure. Les syndicalistes patronaux, c'est 26% de taux de confiance, donc c'est mieux que les hommes politiques nationaux qui sont à 22%, hein, mais c'est tout de même 26% de taux de confiance chez les Français. Merci beaucoup. Et M. Védrine, et puis malheureusement, on va terminer.
Vite, ça marche plus? Si. Je vais très vite. Xavier Bertrand a parlé de rupture avec une sorte de système de jeu de rôle qui bloque tout. Pour ça, il faut qu'il y ait une génération de politiques et de journalistes ou de responsables des médias qui aient le courage de rompre avec ce qui est devenu une sorte de système autobloquant dans lequel une sorte de lien entre la partie la plus dégradée de la vie politique et la partie la plus dégradée de l'information continue se ligue pour faire quelque chose qui tue dans l'œuf n'importe quelle initiative, n'importe quel progrès, n'importe quelle réforme, n'importe quel retour de confiance. C'est facile à dire, courage d'eux, mais enfin, je pense que l'exaspération peut nourrir ça. Deuxième point, aussi vite, sur la représentativité. Il y a quelque chose de très compliqué à surmonter pour retrouver la confiance. Dans un autre sondage récent, il y en a beaucoup, les 3/4 des Français considèrent que n'est démocratique qu'une décision dans laquelle on les a consultés personnellement. Personnellement. Il peut y avoir des années de concertation pour un équipement public, par exemple, avec des commissions sans fin, des sondages sans fin, des recours judiciaires, etc., etc. À la fin, par épuisement, il faut bien décider quelque chose. Les gens qui ne sont pas d'accord vont dire que ce n'est pas démocratique, parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis. Donc il y a une sorte de fascination de démocratie directe, permanente, référendum toutes les 3 minutes avec les téléphones portables, qui va tuer la démocratie représentative, complètement, qui va achever de la tuer, sauf si on arrive à le canaliser intelligemment, à respecter, à relégitimer. C'est un enjeu énorme. Leadership. Ah oui, ce que vous avez dit. Bon. Merci à tous nos intervenants. C'était une très bonne session.